En fait, pour nous, chirurgiens viscéraux, l'accréditation a été un certain tournant dans notre pratique professionnelle. Et nous sommes très fiers d'être un des bons élèves de l'HAS. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, on est issus, nous, de ce que des non-spécialistes, d'une certaine façon. L'Association française de chirurgie, l'Académie de chirurgie est la plus ancienne société, mais au début, il y avait l'Association française de chirurgie, en 1893, créée à ce moment-là. Puis rapidement, les urologues se sont individualisés, les orthopédistes, ensuite les chirurgiens vasculaires, je n'ai pas mis ici les chirurgiens cardiothoraciques, les chirurgiens plastiques, et pour finir, les chirurgiens endocriniens. Et en fait, nous étions ceux qui n'étions rien, d'une certaine façon. Alors, nous sommes une spécialité qui avons un métier bien spécifique. Nous avons des équipes mondialement reconnues. Nous avons des unités de formation et des sociétés savantes parfaitement reconnues, mais d'une certaine façon, on était ce que les autres n'étaient pas, quoi. Et alors, pour compliquer la tâche, à l'intérieur de ce que nous n'étions pas spécialisés, eh bien chacun est un peu parti de son côté, pour des raisons d'ailleurs de pratique professionnelle déjà. La Société française de chirurgie digestive créée en 1986, le Collège de chirurgie viscérale et digestive en 1992, l'arrivée de la cystoscopie nous a gratifié de 2 nouvelles sociétés savantes, on pourrait dire celle plutôt du Nord, celle plutôt du Sud, le syndicat de chirurgie viscérale et digestive, l'essor de la chirurgie bariatrique a vu naturellement s'installer la Société française et francophone de chirurgie de l'obésité. Les chirurgiens hépatobiliaires ont des problèmes très spécifiques, ils se sont donc fédérés dans l'Association française de chirurgie hépatobiliaire. Et les endocriniens ont également des problèmes spécifiques, l'Association française de chirurgie endocrinienne. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, ceux qui étaient attachés à la recherche clinique se sont groupés dans la Fédération de recherche en chirurgie. Alors, ça illustre parfaitement la richesse de notre spécialité. Mais vous comprenez bien que vis-à-vis des tutelles, de l'organisation de la profession, de la formation continue, de tout ça, ça posait un certain nombre de problèmes organisationnels et puis de reconnaissance entre nous. Et alors, c'est pour ça que, pour nous, 2006, ça a été une année charnière. Pourquoi ? Parce que d'abord, on avait observé que les anesthésistes réanimateurs étaient particulièrement bien organisés et nous nous préoccupions déjà de la gestion des risques. Et nous avons été reçus au siège de la SPAR, quelques chirurgiens viscéraux, nous étions de mémoire 4 ou 5. D'abord, nous avons vu qu'ils avaient un siège, ils ont un duplex sur Jartin, sur cours à Paris. Nous nous sommes dit, tiens, c'est pas le cas des chirurgiens viscéraux, même si l'AFC a son installation. Et ils nous ont expliqué, ce qui a été rappelé tout à l'heure, que leur prime d'assurance n'avait pas augmenté parce qu'ils s'étaient beaucoup investis dans la gestion des risques et nous nous sommes un peu inspirés de ce qu'ils ont fait naturellement. Évidemment, ils ont une population une pratique beaucoup plus homogène que la nôtre. Et comme l'idée germait, je pense que la date du 22 septembre 2006, à cette réunion au Val-de-Grâce où différents courants de la spécialité se sont réunis, les différents représentants de toutes les sociétés savantes se sont réunis pour se mettre d'accord pour créer la Fédération de chirurgie viscérale et digestive. Et cette année a terminé en beauté puisque le décret sur l'accréditation des spécialités à risque a été mis au journal officiel en décembre 2006. Alors là, les choses ont commencé parce que lorsque nous avons dû remplir le programme de la spécialité pour que nous soyons accrédités par nous-mêmes, agréés plutôt, par la Haute Autorité de Santé, nous avons, avec Bertrand Millat, buté sur la première page du formulaire parce que nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire en parlant de champ d'application. Alors, bon, et finalement, nous avons réalisé qu'il s'agissait en fait des limites de notre compétence. Et donc, il a fallu faire des choix, et nous avons décidé de faire des choix assez larges, c'est-à-dire que nous savons que beaucoup de chirurgiens généraux, puisque les chirurgiens généraux, ils existent encore, et ils sont nombreux d'ailleurs, y compris chez des jeunes, ils peuvent être amenés à faire des varices, ils peuvent être amenés à faire des thyroïdes, ils peuvent être amenés à faire des lipectomies, ils peuvent être amenés à faire des gestes plus spécifiques, et donc, nous avons, pour l'instant, gardé des champs d'application assez larges. Et puis, nous avons mis en place la base REX. Alors, je ne reviens pas sur la base REX, mais je voudrais simplement rappeler que tout ça ne tombait pas sous le sens, que tout ça est parti de rien. Il n'était pas du tout évident
qu'un collègue de Châteauroux envoie sur son ordinateur un problème qui lui est arrivé et qu'il y passe 5 minutes en répondant à un certain nombre de questions et qu'en plus, il puisse être argumenté par un expert qu'il ne connaît pas forcément pour lui dire ça va ou ça va pas. Ça ne tombait pas sous le sens. Et ça a marché. Ça a marché d'autant plus que pour déclarer un événement porteur de risque, les collègues ont le choix. Ils peuvent s'adresser soit à la CME de leur établissement, à l'instance de la gestion des risques de la CME de leur établissement, soit à l'organisme accréditeur. Et quasiment tous s'adressent à nous, à l'organisme accréditeur. Et ça, pour nous, ça a été d'une certaine façon fondateur. Parce que comme cela a été dit tout à l'heure, cette accréditation, c'est un élément qui permet à un collègue qui ne pourrait pas s'exprimer ou qui n'aurait pas d'interlocuteur quand on s'installe, parce que c'est une majorité de chirurgiens libéraux, mais également pour les hospitaliers, eh bien, quand on a une question ou qu'on veut discuter d'un dossier ou qu'on a un cas difficile, on a son patron. Et puis quand son patron part à la retraite, on peut avoir des associés, on peut avoir des collègues, mais ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup sont isolés. Et là, en l'occurrence, s'est créé un certain compagnonnage où le collègue discute avec son expert et ça permet d'avancer sur des sujets de gestion à risque, mais qui peuvent très rapidement dévier sur des sujets autres. Alors, il a fallu mettre en place l'amélioration des pratiques. Là aussi, ça ne tombait pas sous le sens. Vous allez faire un audit sur le compte-rendu de la cholécystectomie. Ce n'est pas un sujet très sexy, hein, le compte-rendu opératoire de la cholécystectomie. Eh bien, ça s'est mis en place. Il a fallu créer un certain nombre de choix pour que les praticiens soient intéressés par ces pratiques. Et alors évidemment, chacun évolue à différents niveaux. Certains vont plus vite que d'autres. Mais cette culture de la gestion des risques qui permet un compagnonnage est rentrée dans les mœurs avec, on peut le dire, un certain succès. Il a fallu également former les experts. Les experts sont une trentaine. Et ils s'adressent très régulièrement aux collègues dont ils ont la responsabilité sur des sujets professionnels ou sur des sujets organisationnels. Et puis, la fédération va en région, elle va pas faire sa pub, elle va aider les collègues en région pour savoir comment ça marche, j'y arrive pas, j'ai pas bien compris le truc, etc. Et tout ça, c'est du compagnonnage. Alors, je ne reviens pas sur la VA13, je voudrais simplement rappeler qu'elle n'a aucune valeur scientifique, puisque ce sont des éléments déclaratifs, mais sa grande valeur, c'est que ça reflète la réalité du terrain. Nous, on avait naïvement imaginé que le coût de la compresse, c'était terminé, mais pas du tout. La compresse oubliée, ça donne lieu à des histoires très régulièrement. L'injection de produits non radio-opaques et toxiques pour les voies biliaires lors de la cholangiographie péropératoire, ça existe encore en 2013. Enfin, tout ça, et donc tout ça, ce sont des remontées de la base. Là aussi, il a fallu convaincre, parce que moi, je me souviens que des collègues m'ont dit « mais moi, cette base Rex, je ne veux pas déclarer des problèmes qui peuvent m'arriver, parce que je sais que le juge, en particulier au pénal, il peut essayer de me retrouver et ça peut donner suite à des poursuites médico-légales. » Il a fallu expliquer, c'est d'ailleurs exactement le même cas pour la RMM, il a fallu expliquer aux collègues que ça allait dans un sens positif pour analyser sa pratique et que ça n'était pas un travail, une activité à risque. Je vous l'ai dit, la base Rex, elle est quasiment tout le temps concentrée sur l'organisme accréditeur et pas sur la gestion des risques des CME. Et on pourrait résumer cette appropriation par le fait que les collègues parlent aux collègues. Plus de 11 000 déclarations de PR et nous sommes assez fiers d'être parmi les meilleurs élèves de la HAS. Mais pour nous, c'est important parce que par opposition à des spécialités qui étaient structurées déjà depuis un moment, je parle sous le contrôle de François Richard, urologue, et il pourrait y avoir ici également des orthopédistes, c'était pour nous une façon de structurer et nous avons été d'autant plus ambitieux dans notre programme que ça nous paraissait important pour notre métier. Et ça a été dit tout à l'heure, cette base Rex, qui n'a aucune valeur scientifique, vient en contrepoint de l'évidence base médecine. Les deux sont utiles. Il ne s'agit pas de privilégier l'un par rapport à l'autre, les deux sont utiles. Alors, donc, l'amélioration des pratiques, le compte-rendu opératoire de la cholécystectomie, ce qui peut se permettre de se faire poser des questions sur sa pratique, comment je la fais, est-ce que je dois préciser ça, est-ce que je dois plus insister sur tel point peut-être, les critères qualité en chirurgie cancérologique digestive, le chemin clinique de la cure de hernie en ambulatoire,
la checklist, le programme Apollo, je n'y reviens pas, et puisque nous avons introduit sur la demande insistante des collègues et qui n'existait pas, poussé un peu par les assureurs également, ce sont les lettres d'information spécifiques par intervention. La Fédération de chirurgie viscérale et digestive a validé des lettres spécifiques sur la chirurgie colique, la chirurgie rectale, les 3 interventions de chirurgie bariatrique, la cholécystectomie et la cure de hernie inguinale. Chacune de ces lettres a été validée à partir d'un projet initial qui a ensuite tourné au sein des différentes sociétés savantes et qui sera estampillé Fédération de chirurgie viscérale et digestive, et pour les hernies, ce sera le club hernie, pour la vésicule, ça sera l'AFC, la SFCD pour la chirurgie colorectale et naturellement la SOFCO pour les interventions bariatriques. Les thèmes que nous avons traités sont des thèmes fédérateurs qui sont directement issus des remontées de la base REX. Les risques liés à la création du pnéumopéritoine et les risques biliaires liés à la cholécystectomie qui vous ont été exposés sont très synthétiques, puisque nous avons d'un côté des remontées du terrain qui montrent que c'est un problème vraiment fréquent et qui aboutissent à des complications graves, et d'autre part une évidence base médecine qui n'a pas permis de trancher. Qu'on le veuille ou non, l'évidence base médecine ne permet pas de dire qu'il vaut mieux faire une open célioscopie qu'une célioscopie fermée, ou qu'il faut rendre systématique la cholangiographie péropératoire. Les autres thèmes ont été les risques liés à l'utilisation des sutures mécaniques, et enfin la relation chirurgie anesthésique que nous traiterons de façon plus importante lors de notre prochaine journée nationale, car nous savons que les questions, les problèmes ne sont pas des problèmes techniques, ne sont pas que des problèmes de facteurs de risque liés aux malades, ce sont, ça a été dit, des facteurs organisationnel. Combien de problèmes avons-nous eu parce que nous avions de mauvais rapports avec tel praticien anesthésiste ou tel chirurgien a de mauvais rapports avec l'anesthésiste, et on sait que dans la suivi des soins, ça peut avoir des conséquences. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons maintenant donc des journées nationales obligatoires sur ces thèmes avec des recommandations édictées par un jury. Je voudrais revenir sur les recommandations. Lorsque nous avons dû écrire le cahier des charges pour créer l'OA agréée par l'HAS, nous n'avions aucune recommandation propre à la spécialité. Certes, la SFCD avait fait des recommandations, mais ces recommandations étaient-elles consensuelles dans la spécialité? La réponse est non. Nous avions 0 recommandation consensuelle dans la spécialité. Nous avons donc dû emprunter aux anesthésistes l'antibioprophylaxie pour dire que nous en avions une. Alors, maintenant, nous essayons d'édicter des recommandations consensuelles, ce qui posera une deuxième question. Ces recommandations seront-elles suivies? C'est une autre question. Bref, les collègues manifestement adhèrent, car cette démarche est susceptible d'améliorer le confort de la pratique, parce que c'est aussi ça le but, c'est qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions, de façon plus sereine. Je reviens sur la relation chirurgien-anesthésique et je vous donne déjà la conclusion de l'an prochain. La conclusion de l'an prochain, ça sera que dans chaque équipe, les rapports doivent être organisés entre le chirurgien et l'anesthésiste. C'est le qui fait quoi. Qui prescrit les anticoagulants? Qui enlève la sonde gastrique? Qui fait les prescriptions? Il y a beaucoup d'équipes, à de grandes surprises, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas de qui fait quoi. On ne sait pas qui prescrit les antibiotiques, qui les arrête, qui fait la visite, enfin voilà. Donc ce sont des choses simples, mais encore faut-il que ce soit organisé. Ça permet donc d'améliorer le confort de leur pratique. Ça leur permet aussi d'être entendus, parce que les collègues sont invités à critiquer leurs experts ou à critiquer le programme de la spécialité en disant « mais ça n'a aucun intérêt, au contraire, ça m'a beaucoup apporté ». Ils ont voix au chapitre. Ça permet de développer le caractère fédérateur et organisé de la profession. Ça permet de stabiliser, voire de baisser les charges. Une réflexion sur ce sujet, les assureurs sont dans des cycles longs. Et d'autre part, je donne un avis personnel, je ne suis pas sûr que les assureurs aient intérêt à voir baisser la sinistralité. C'est leur fonds de commerce. Enfin, ce qui est important, c'est de ne pas empiéter sur les prérogatives des sociétés savantes. L'organisme accréditeur n'est pas une société savante. Elle permet de mettre de l'huile, d'organiser les choses, d'apporter une autre optique. Elle a, par exemple, acquis les bases PMSI nationales. Elle peut donc fournir aux sociétés savantes les résultats du nombre de séjours dans tel domaine et tel domaine. La fédération va communiquer samedi prochain au congrès de la SOFCO les résultats des fistules sur sleeve gastrectomie, qui est un sujet qui préoccupe les collègues.
eh bien, 8862 séjours ont été analysés avec un certain nombre de données médicales, de données d'organisation, d'actes qui ont été repris, de la façon de gérer les malades, etc. Voilà, la fédération vient en appoint pour essayer d'éclairer les sujets pour améliorer la gestion des risques. En conclusion, je dirais que la gestion des risques concerne quotidiennement chaque praticien dans son environnement. Elle est actuellement le principal facteur d'appropriation professionnelle par son caractère concret de compagnonnage pour les chirurgiens viscéraux. Je vous remercie.